en prie. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus, chers amis, je viens vous parler de transformation de l'État et je suis en retard. Pas une bonne idée. Je vous propose donc que sans plus attendre, nous commencions et que nous réfléchissions ensemble à cette démarche Action publique 2022 que nous allons expliquer et inaugurer aujourd'hui et qui a pour objectif de nous permettre d'envisager une transformation profonde de l'action publique, de la façon d'agir dans les collectivités publiques, du sens que nous voulons donner à nos missions, de la façon dont nous voulons mettre en œuvre les compétences qui nous sont dévolues. Si, comme moi, mais je suis sûr que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes, comme moi, à la fois passionné et intéressé par l'action publique, si, comme moi, il vous arrive parfois d'avoir besoin de gagner du temps ou de vous simplifier la vie, si vous êtes un peu geek, comme Mounir Majoubi ou Gérald Darmanin, moi mon cas, le sujet va vous passionner. Comme toutes ces innovations qui transforment vraiment et qui transforment dans la durée le quotidien, je pense notamment à la déclaration des revenus au paiement des impôts en ligne. Quand vous entendez un contribuable vous dire qu'il est content de déclarer et de payer ses impôts, vous dites qu'on a déjà parcouru un bon bout de chemin. Et il y en a. Des gens qui trouvent qu'en effet la déclaration en ligne c'est simple, c'est pratique, c'est rapide. Ce qui est vrai d'ailleurs. Je pense à la déclaration sociale nominative qui remplace dans les entreprises 30 déclarations sociales. 30 déclarations sociales. Je pense au portail France Connect qui offre la possibilité d'accéder avec un identifiant unique à près de 250 sites publics. Je pense aux maisons de services au public qui permettent à l'usager d'effectuer dans un lieu unique des démarches administratives qui relèvent d'organismes différents. Je pense aux hôpitaux qui sont en train de révolutionner le paiement grâce à des solutions en ligne. Cela suppose parfois de secouer un peu les colonnes du temps de la comptabilité publique, mais ils vont y arriver. Derrière ces exemples et derrière de nombreux autres exemples, on voit apparaître quelques grandes tendances. La numérisation, la création de points d'entrée uniques, la simplicité d'usage et une forme de fluidité dans la circulation de l'information. C'est dans ces solutions que nous voulons investir. Pour innover, pour transformer, pour simplifier la vie de nos administrations et la vie des Français. Il y a ce que nous voulons faire, il y a ce que nous ne voulons pas faire. La façon dont nous ne voulons pas aborder le sujet. Pendant longtemps, la question de la réforme ou de la transformation de l'action administrative a été spontanément et directement associée à la question des économies. Et ça n'était pas illégitime. Car après tout, lorsqu'on est dans une situation financière donnée, qu'on a besoin de faire des économies, se poser la question de comment on fait les choses n'est pas absurde. C'est même assez rationnel à certains égards. Nous n'avons pas voulu nous placer dans cette logique. Nous avons voulu nous placer dans une logique un peu différente. Et quand je dis un peu différente, c'est probablement assez différente. Quelque chose qui nous paraît plus ambitieux, plus respectueux et probablement plus durable. C'est la transformation en profondeur de l'action publique. C'est le sens de la démarche qu'avec Gérald Darmanin et Mounir Majoubi, nous souhaitons vous présenter aujourd'hui. Et cette démarche, dans notre esprit, elle doit permettre d'éviter 3 écueils. Le premier, c'est l'approche comptable, qui consiste à faire moins avec moins. Ça n'est pas réformé, c'est raboté. Ça n'est pas ma conception de la transformation. Ça n'est pas la voie que nous emprunterons. Nous l'avons écartée de façon claire et de façon résolue. Le deuxième écueil, c'est celui du dogmatisme. La question du périmètre et des missions du service public a trop longtemps fait l'objet de débats qui sont plus idéologiques que stratégiques. Quand on y pense bien, c'est tout le débat finalement assez récurrent, bien documenté, qui a parfois donné lieu à d'excellents livres, parfois même de moins bons,
sur le moins d'État, sur le nouveau périmètre des actions de l'État. Je ne veux pas aborder ces questions sous un angle idéologique. Il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai été fonctionnaire, que je suis fils de fonctionnaire, que j'ai le plus grand respect pour la fonction publique et que, avant d'être Premier ministre ayant été maire du Havre, j'ai vu ce que la fonction publique territoriale pouvait produire de dévouement, d'engagement, de service, de qualité. Il y a d'autres façons de voir le sujet. Tous ici, à un moment ou à un autre, et plus souvent que moins souvent, nous avons confié à la fonction publique ce que nous avions de plus précieux, sans nous poser trop de questions sur le fait que nous avions de lui confier quelque chose d'incroyablement précieux. Il est possible, mesdames et messieurs, que vous ayez emmené un jour vos enfants dans une crèche. Il est probable que vos enfants soient ce qui est le plus précieux à vos yeux. C'est en tout cas mon cas. Eh bien, le matin, ces enfants, petits, 3 mois, 6 mois, vous les laissez à des gens que vous ne connaissez pas du tout, ou très peu. Et tout se passe bien. Pourquoi? Parce que vous faites confiance dans cette capacité qu'a la fonction publique à produire un service de qualité qui vous concerne au premier chef. Et cet exemple-là, il est reproductible à bien des âges de la vie et pour bien des besoins indispensables de l'existence. C'est vrai dans la fonction hospitalière, c'est vrai pour les collectivités territoriales, c'est évidemment vrai s'agissant de l'État. Nous confions chaque jour ce que nous avons parfois de plus précieux, notre sécurité, notre santé, l'avenir de nos enfants, à des hommes et des femmes qui font vivre la fonction publique. Et nous le faisons avec confiance. Parfois avec aussi le sens de la critique. Ça peut arriver. Mais fondamentalement avec confiance. Et je ne veux pas revenir sur cette confiance. Elle est un bien indispensable, elle est une condition de l'efficacité de l'action publique. Il ne faut ni la miner ni la remettre en cause. Et on peut, tout en reconnaissant que cette confiance est essentielle, avoir la conviction que le service public doit pouvoir et doit se transformer. Parce que certaines missions, au fur et à mesure de l'évolution des choses, deviennent plus prioritaires que d'autres. Ça donne une petite touche musicale à cette conférence, par ailleurs un peu aride. Et finalement, c'était bien vu. Parce que les besoins des usagers changent également. Parce que certains outils permettent de faire mieux, de faire plus vite, parfois de faire moins cher. J'aimerais, sans remettre en cause cette confiance, qu'on puisse engager un dialogue serein sur ces sujets qui ont des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne des Français. Enfin, le dernier écueil, c'est celui de l'approche théorique, qui, pour reprendre les mots d'un juriste célèbre, qui, quand on lui parlait de personne morale, disait qu'il n'avait jamais déjeuné avec une personne morale, eh bien, on pourrait dire que moi, je n'ai jamais déjeuné avec un service public. Jamais. J'ai, comme des millions de Français, bénéficié d'un grand nombre de services qui m'ont bien aidé. Il m'est arrivé même d'en diriger. J'aimerais que dans le cadre de nos réflexions sur l'action publique, nous ne nous placions pas sur un terrain trop théorique, mais nous restions à hauteur d'homme, hauteur de femme, bref, à hauteur humaine, c'est-à-dire à la hauteur qui prévaut lorsqu'on est justement dans l'action publique. C'est pourquoi la démarche Action publique 2022 que nous engageons aujourd'hui se placera du point de vue de l'usager d'abord, qui attend, et c'est bien normal, des services de qualité. Comment? En passant dans toute la mesure du possible d'une culture du contrôle à une culture de la confiance, bienveillante, orientée vers le service. C'est ces principes qui vont irriguer le projet de loi sur le droit à l'erreur que Gérald Darmanin présentera en Conseil des ministres à la fin du mois de novembre. En simplifiant aussi ce qui doit l'être et en numérisant tout ce qui peut l'être. Le président de la République a fixé un objectif clair, offrir aux Français 100% de services dématérialisés d'ici 2022. Alors, cette dématérialisation, qui est évidemment un plus de rapidité, plus de simplicité, elle n'est pas un absolu. Parce que beaucoup de nos concitoyens
doivent être, sur le chemin de la dématérialisation, accompagnés. Beaucoup de nos concitoyens, soit parce qu'ils résident dans des zones qui sont moins connectées, même si, compte tenu des investissements qui sont réalisés en 2022, nous aurons atteint nos objectifs, 2020 puis 2022, parce que certains d'entre eux sont moins à l'aise avec les outils numériques et qu'ils ne voudront pas y passer, nous ne pouvons pas les laisser sur le côté du chemin. Donc, bien entendu, cette numérisation des 100% de services s'accompagnera d'une dimension humaine et d'un accompagnement humain pour tous ceux qui souhaiteraient ne pas s'y résoudre. Le deuxième point de vue, c'est celui des agents. Nous voulons les doter des moyens, et en particulier des moyens numériques dont ils ont besoin. Nous voulons les accompagner dans ce changement, les former, les faire monter en compétences, comme nous voulons le faire avec des millions d'autres actifs. Dans le cadre du grand plan d'investissement, nous consacrerons 1,5 milliard d'euros à la formation des agents publics, en particulier au métier du numérique. Le dernier point de vue, c'est celui de tous les Français, le vôtre, le mien, c'est-à-dire celui du contribuable. Il s'agit d'aborder le sujet sous l'angle de l'efficacité de la dépense publique et de la qualité de service. Il m'est arrivé souvent, et je peux imaginer que ça vous est arrivé à vous également, de me demander pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de communiquer 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois les mêmes informations, des informations qui sont des informations particulièrement basiques, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon lieu de naissance, l'adresse de mon domicile, le nom de mes parents, leur lieu de naissance, bref. Pourquoi systématiquement répéter la transmission de ces informations pour des nouvelles procédures? Si vous êtes dans ma situation, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier d'une carte de famille nombreuse de la SNCF, ou de pouvoir remplir une fiche de renseignement lors de la rentrée scolaire, il vous a sans doute pas échappé que là encore, vous deviez, dans votre vie quotidienne, vis-à-vis d'administration ou de collectivité publique, remplir, re-remplir, sur-remplir toujours les mêmes déclarations. Il a pu arriver, probablement pas au Havre, mais il a pu arriver à certains d'entre vous, d'avoir à remplir des documents d'urbanisme dans une mairie. Et si ça vous est arrivé récemment, vous avez pu observer le fait que la masse de documents papier à remplir était parfaitement considérable. Il y a ici un certain nombre d'élus, je suis sûr que sur les territoires qu'ils gèrent, il n'en est rien. Mais il n'est pas impossible que, à la vérité, ce soit le cas aussi pour chez eux. Je ne sais pas si vous êtes arrivé d'entrer dans un tribunal de grande instance récemment, ça m'est arrivé vendredi dernier à Nantes. Si c'est le cas, regardez physiquement ce que c'est que la masse de papier dans une juridiction. Et interrogez ceux qui font vivre ces juridictions sur l'ampleur, la masse de travail que représente la ressaisine des informations. C'est extravagant. Et ça s'explique parfaitement. C'est pour la sécurité de la procédure, pour l'organisation des services. Mais vous voyez des tonnes de papier s'accumuler, des tonnes de procédures se cumuler pour une qualité de service et pour une rapidité d'exécution qui n'est pas toujours au rendez-vous. Nous avons, dans ce pays, c'est un dernier exemple que je veux prendre, 2 grands réseaux de prélèvement, l'URSSAF et les impôts. Et nous avons une myriade de micro-organismes qui prélèvent une multitude de micro-cotisations. On a toujours fait avec. Peut-être que l'on considère que c'est normal, mais peut-être que l'on peut s'interroger et se demander si vraiment c'est efficace. Ces anecdotes, ces dysfonctionnements, diront certains, ces pesanteurs, critiqueront d'autres, peuvent parfois prêter à sourire. Et elles ont toutes des explications, qui sont souvent des explications rationnelles, qui sont toujours des explications tirées du passé, du fait que lorsqu'on a mis en place ce processus, c'était probablement à la fois le plus simple et le plus légitime. Mais nous sommes tenus de nous interroger sur la façon dont aujourd'hui ces fonctionnements, ces procédures sont adaptées, si elles sont toujours légitimes, si on peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Et la vérité, c'est qu'on peut. C'est qu'on peut souvent faire beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, et qu'il faut simplement se mettre dans une logique de transformation en utilisant de nouveaux outils
et en bénéficiant justement de cette période formidable qui s'ouvre grâce à la numérisation et à l'ambition que je viens d'évoquer, pour améliorer l'efficacité du service et peut-être aussi améliorer ou réduire la dépense publique de manière intelligente. Il faut donc que nous nous posions des bonnes questions. La première bonne question, c'est qu'attend-on de l'État et de ses opérateurs aujourd'hui? L'imagination politique a été, est toujours et restera fertile pour ajouter des structures aux structures, des missions aux missions. Je ne prétends pas que nous soyons entrés dans une ère complètement nouvelle de ce point de vue-là. Mais si on peut comprendre cette imagination, si on peut la prendre en compte, constatons aussi que lorsqu'il s'agit de faire l'évaluation des dispositifs qui ont été successivement créés, le bel enthousiasme français retombe. L'incroyable résolution à trouver disparaît. Et nous devons impérativement nous livrer à ce travail fin, patient, honnête, dépassionné, d'évaluation. Pas du tout pour dénigrer, et certainement pas pour dénigrer les choix qui ont été faits au moment où ils ont été faits, mais pour décider avec le recul et l'expérience, au regard de la situation actuelle et des enjeux, les missions que nous jugeons prioritaires, afin d'y concentrer les moyens dont nous disposons. Il me semble évident que nous devons savoir ce que nous voulons faire avant de savoir quels moyens nous voulons donner et attribuer aux missions que nous voulons remplir. Il faut partir par les politiques publiques et il faut commencer par les missions. La seconde grande question, elle n'est pas beaucoup plus simple, elle vise à se demander quelle est la structure ou la collectivité la plus légitime ou la mieux placée pour exercer une mission. Parce qu'à l'évidence, à force de multiplier les structures, on a fini par diluer les responsabilités. Je souhaite qu'Action publique 2022 nous aide à remettre de l'ordre dans les chevauchements de compétences. Il s'agit d'une question de clarification des responsabilités entre les décideurs publics, et il s'agit aussi d'une question de clarification vis-à-vis des Français qui ont besoin de pouvoir demander des comptes, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs représentants, à ceux qui mettent en œuvre les politiques publiques. Adopter le bon point de vue, se poser les bonnes questions, reste à employer la bonne méthode, une méthode que nous souhaitons radicalement différente de ce qui a prévalu jusqu'à présent. D'abord, nous voulons raisonner dans le cadre d'un périmètre qui est le plus large possible, qui comprend l'État, ses opérateurs, mais aussi les administrations de sécurité sociale et les collectivités locales. Pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas avoir d'un côté des services publics qui se moderniseraient et de l'autre des services publics qui resteraient à l'écart de ce mouvement. Autrement dit, il faut qu'on regarde tout ensemble. Ensuite, le suivi d'Action publique 2022 sera assuré par le président de la République et par le Premier ministre. Et nous demanderons au ministre, qui dépendent évidemment directement du Premier ministre, de nous rendre des comptes sur la mise en œuvre du programme Action publique 2022 dans le champ pour lequel ils sont compétents. Il faut que les administrations s'emparent de la transformation. Il faut qu'elles la nourrissent, il faut qu'elles l'amplifient. Les ministres s'y sont engagés, et l'ensemble des responsables administratifs, au premier rang desquels les secrétaires généraux de ces ministères, qui sont présents ici aujourd'hui, vont s'approprier cet exercice de transformation. Rien ne pourra se faire sans vous, sans la connaissance intime du fonctionnement des institutions et de ces instruments. Mais c'est justement de cette connaissance intime, de cette réalité vécue par vos équipes et par vos agents, dont nous aurons besoin pour réussir. J'irai plus loin, je veux redonner envie aux gestionnaires publics de transformer leur administration. Vraiment envie. Pour qu'ils puissent mieux accomplir leur mission. Et cette envie, elle n'est pas subie, elle ne doit pas être subie, elle doit permettre là encore d'atteindre les objectifs qu'on se fixe, et elle doit s'accompagner de moyens. Les moyens d'expérimenter et les moyens de valoriser le travail des agents qui sont au cœur de cette transformation. Il faut que nous n'ayons pas peur de sortir du cadre. Avec le président de la République,
c'est un des premiers actes administratifs qui a été pris. Nous avons décidé de réduire drastiquement le nombre de conseillers dans les cabinets ministériels. Ça nous a valu des réactions enthousiastes de la part des ministres, d'abord, qui ont trouvé que c'était une excellente idée, de la part de tous ceux qui, connaissant le fonctionnement de l'État, voulaient s'associer au fonctionnement des cabinets ministériels, qui ont trouvé que vraiment cette idée de réduction était une idée remarquable. Pourquoi est-ce que nous l'avons fait? Parce que les cabinets étaient trop nombreux. Et que l'équilibre s'était fait avec des cabinets nombreux. Et l'excellence de ceux qui ont servi dans les cabinets ministériels, j'en vois beaucoup ici, ne fait rien à l'affaire. Le système qui prévalait, qui prévaut peut-être encore trop souvent, mais contre lequel nous avons voulu prendre des mesures, était un système dans lequel les cabinets étaient massifs, surénergiques, suractifs, mais aussi créant une forme de distance avec ceux qui sont effectivement à la manœuvre et dans la mise en œuvre des politiques publiques, les directeurs d'administration centrale, les secrétaires généraux, les sous-directeurs, les chefs de service, bref, l'administration en tant que telle. Tout le monde le savait. J'ai jamais rencontré personne dans l'administration qui ne soit pas pénétré de l'idée que ce système qui fonctionnait avait des inconvénients. Mais pour le transformer, il faut s'y attaquer. Et donc nous avons pris cette mesure en heurtant un peu, parfois, et puis finalement on s'y fait. Ça peut avoir quelques inconvénients, ça a beaucoup d'avantages, et nous ne reviendrons pas sur le sujet. Voilà. Enfin, dernier point, mais pardon si je vous raconte cette histoire. Je vous raconte cette histoire parce que parfois la transformation, on sait par quoi elle doit passer. Il faut simplement la faire. Et il faut accepter l'idée qu'il faut prendre la décision et accepter l'idée que dans une phase transitoire, c'est parfois un peu moins simple, un peu surprenant, que ça, mais qu'il faut le faire parce qu'on considère que c'est la bonne décision. Enfin, dernier point, la grande différence peut-être avec les réformes qui ont été menées dans le passé, c'est que cette fois nous allons investir pour accompagner la transformation. Et je pense que c'est la différence majeure. Il y a une différence d'esprit et il y a une différence de moyens. Nous allons investir avec un fonds dédié que nous allons alimenter à hauteur de 700 millions d'euros sur 5 ans pour accompagner cette transformation. Parce que se transformer, c'est un effort, ça exige des moyens pour investir, pour réorganiser, et qu'on ne peut pas faire comme si ces moyens étaient là. Et donc nous avons décidé, dans le cadre du grand plan d'investissement, de consacrer 700 millions d'euros d'investissement dans ce fonds dédié pour accompagner la transformation sur 5 ans. La meilleure façon de faire des économies intelligentes, c'est souvent d'investir. Ce fonds permettra de financer, selon un principe d'appel à projet auprès du ministère, les investissements nécessaires à la mise en œuvre des réformes. Le critère de retour sur investissement sera simple, 1 euro d'économie par euro investi à horizon de 3 ans. Et ces projets, qui seront sélectionnés, devront aussi répondre à d'autres critères qualitatifs, comme l'amélioration de la qualité de service ou les conditions de travail des agents. Encore une fois, j'insiste, ce fonds d'investissement permet de changer les conditions de travail, d'améliorer la qualité de service et d'obtenir à terme et à moyen terme une diminution de la dépense publique. Un dernier mot sur le calendrier. Nous avons prévu une phase de diagnostic qui commence aujourd'hui, qui s'achèvera au mois de mars 2018. Elle va s'appuyer sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le lancement début novembre du Forum de l'action publique, grand débat national sous la forme d'une consultation numérique et de forums territoriaux, qui va nous permettre d'interroger les Français sur des questions très concrètes, comme les horaires d'ouverture des services, le maillage territorial, l'amélioration des parcours d'usagers. Deuxième pilier, le comité d'action publique 2022, ou CAP 22, qui effectuera une revue des missions et des dépenses publiques. J'y reviendrai dans un instant. Troisième pilier, le lancement de 5 chantiers transverses, on ne peut pas dire transversales, 5 chantiers transverses interministériels. Ça peut paraître un peu théorique quand on le dit comme ça, en fait c'est très concret. De quoi s'agit-il? Quels que soient les ministères, nous devons regarder de façon horizontale des problématiques liées à la simplification, les ressources humaines, le numérique, la gestion financière et l'organisation territoriale des services publics.
Et ces 5 chantiers seront conduits de façon transverse, comme il convient, paraît-il, de dire. J'en viens au comité Action publique 2022. La diversité des profils qu'il compose suffit à en incarner la vocation. Il s'agit de croiser les regards, d'utiliser les expériences diverses qui sont celles des membres de ce comité, d'examiner les bonnes idées, de partir de la réalité vécue, à la fois celle de l'élu local, celle du fonctionnaire, celle de l'usager, celle du résident étranger, celle du chef d'entreprise. Je voudrais remercier chacun des membres de ce comité d'avoir accepté de consacrer un peu de temps. Je sais que dans votre cas, il est souvent précieux, mais il sera bien utilisé, j'en suis sûr, à l'avenir de nos services publics. Avec une mention spéciale au triumvirat qui en pilotera les travaux, Madame Véronique Bédag, Messieurs Frédéric Mion et Ross Makines, à qui il reviendra de piloter les travaux d'une assemblée faite d'intelligence et d'expérience. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement Enrico Letta et Per Molander qui nous font l'amitié d'enrichir les réflexions de ce comité, de leur regard extérieur et des bonnes pratiques étrangères. Le comité CAP 22 à carte blanche. Mesdames et messieurs, vous partez où vous voulez. Enfin, pas maintenant, mais après cette réunion. Et vous pouvez explorer toutes les pistes. Vous pouvez évaluer tous les périmètres. Vous pouvez identifier les doublons et parfois même les triplons, parce qu'il en existe. Ce que je voudrais vous demander, c'est de faire preuve à ce stade d'innovation et d'audace, afin d'imaginer, sans intégrer trop les contraintes qui de toute façon s'appliqueront, une organisation idéale des services publics, de réfléchir à l'évolution des périmètres des politiques publiques, de réfléchir le cas échéant à d'éventuels transferts de compétences, si compte tenu de vos expériences, il vous paraît utile de les envisager. Vous remettrez au président de la République et à moi-même vos propositions d'ici la fin du premier trimestre 2018. J'ai beaucoup de scrupules à demander à une équipe composée notamment du directeur de l'Institut d'études politiques de Paris de me remettre une copie. Je trouve qu'il y a une inversion des genres tout à fait savoureuse. Enfin, pour finir, une touche d'originalité, encore une, je voudrais saluer la présence parmi nous d'étudiants et de jeunes actifs. Ils vont faire peut-être baisser la moyenne d'âge de cette assemblée. Ils ont entre 19 et 29 ans. Ils sont une quinzaine d'horizons et de compétences aussi divers qu'utiles pour transformer notre pays. Il y a des jeunes apprentis, il y a des futurs professeurs des écoles, des futurs gardiens de la paix, des start-upers. Et ils ont accepté de nous aider à réfléchir de façon peut-être un peu décalée par rapport au regard qui sera porté par les membres du comité CAP 22, de regarder les politiques publiques et ce qui peut être imaginé pour demain. Et on croit beaucoup à la discussion, à la confrontation, à la bonne maîtrise d'un côté et à la très grande envie de l'autre. Je n'ai pas précisé de quel côté était la bonne maîtrise et la très grande envie. À mon avis, elles sont largement partagées. Mais je crois beaucoup à ce dialogue fécond. Je voudrais les remercier. D'une certaine façon, ils sont les premiers concernés. Si nous lançons cette démarche, ça n'est pas simplement pour le plaisir de mettre en œuvre des transformations d'action publique, c'est aussi pour garantir des services efficaces et utiles à nos enfants, à nos petits-enfants, à ceux qui vont pouvoir bénéficier d'un enseignement qui sera encore meilleur, d'une santé qui sera encore meilleure et d'une qualité de service public qui sera encore meilleure. Mesdames et messieurs, je pense que pendant très longtemps, on a recherché les économies avant de penser l'organisation. Je vous propose l'inverse. Essayons de mieux nous organiser, plus simplement, plus clairement, avec de nouveaux outils, plus performants, grâce à de nouvelles compétences, pour ensuite, mais ça je dirais que c'est la conséquence logique, redonner du sens à l'action publique et mieux dépenser l'argent des Français. C'est un exercice difficile, c'est un exercice délicat, c'est un exercice qui est regardé avec parfois un peu de scepticisme, mais aussi beaucoup d'attentes par nos concitoyens. Ils pensent souvent qu'il est difficile de transformer l'action publique, mais ils pensent toujours qu'il est nécessaire de le faire. Et au fond,
dans cette équation, il y a quelque chose d'assez français, de grandes aspirations et un scepticisme enraciné. C'est notre pays, il est tel qu'il est et nous l'aimons tel qu'il est. Mais si ensemble nous pouvions démontrer aux Français que l'amélioration de la qualité de l'action publique est possible dès lors qu'on l'imagine dans les conditions que je viens d'essayer de vous présenter, alors je pense, mesdames et messieurs les membres du comité, mesdames et messieurs les jeunes pousses françaises associées à cet exercice, que vous aurez et que nous aurons collectivement bien travaillé. Je vous remercie. Je vous propose, si vous avez des questions compliquées, de les poser à M. Darmanin et à M. Majoubi. Et si elles sont plus simples, j'essaierai de le faire. Dans la composition du comité que vous venez de dévoiler, il n'y a pas de représentant du monde syndical. Il y a une personne, je crois, Mme Thomas, qui a un passé syndical, mais personne vraiment issue de ce monde-là, ce qui a suscité quelques frustrations du côté des syndicats de la fonction publique. Est-ce que vous assumez ce choix? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas, quand on pense à l'avenir, de choses à tirer des cerveaux syndicalisés? Merci. Alors, d'abord, la réponse est oui, j'assume ce choix et je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est M. Darmanin qui va vous le dire. Vous remarquerez également qu'il n'y a pas de membre du gouvernement et qu'il n'y a pas de directeur d'administration centrale en exercice. Ce que nous avons proposé aux organisations syndicales, notamment de la fonction publique, mais les confédérations syndicales pourraient tout à fait aussi s'exprimer. Ce n'est pas que les syndicats de la fonction publique qui pourraient avoir un avis sur le fonctionnement du service public. D'abord, c'est d'atteindre l'objectif qu'ils nous ont demandé de fixer, c'est-à-dire avant de faire des suppressions de postes, avant de mettre les moyens, comme l'a dit M. le Premier ministre, réfléchissons aux missions. Donc je pense que d'abord nous accédons à leurs demandes. La deuxième chose, c'est que les syndicats de la fonction publique seront reçus parmi les premiers rendez-vous du comité. Nous avons déjà discuté avec les 3 coprésidents. Et lundi, lors du rendez-vous salarial que j'aurai avec eux, rendez-vous attendu, nous évoquerons également leur association, notamment par un groupe de travail que mon cabinet pourra mener avec eux en lien avec le comité Action publique. Je voudrais aussi vous dire que le Premier ministre l'a souligné, il y aura une séquence qui est propre au syndicat de la fonction publique, auquel nous avons accédé à partir de novembre jusqu'en février, de forum de l'action publique, qui va s'arrêter bien sûr à ce que pensent les usagers du service public et puis quelques 6 millions d'agents publics qui sont aussi par ailleurs des usagers et des contribuables sur ce qu'ils pensent être le renouveau des services publics et leur adaptation, et aussi s'intéresser plus strictement aux ressources humaines de la fonction publique, à la façon dont ils sont rémunérés, à la façon dont le statut doit peut-être s'adapter, à la façon dont il doit écouter un certain nombre de différences entre les métiers qu'on doit pouvoir rattraper. Là, Philippe Laurent est ici, il est lui-même un grand spécialiste de la fonction publique et dans la fonction publique territoriale, puisqu'il représente l'AMF dans le comité d'action publique. Nous aurons l'occasion, en même temps, si j'ose dire, pour reprendre l'expression, d'avoir également cette réflexion de terrain pendant 4 mois avec les syndicats de la fonction publique. Donc loin de se contredire, au contraire, ils se complètent. Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre, Clarisse G, agence ELF. Vous disiez donc que l'un des objectifs du comité de réfléchir au périmètre de l'action publique et également de réfléchir à d'éventuels transferts de compétences. Donc qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Est-ce que vous n'excluez pas le fait éventuel de privatiser certaines missions? Et est-ce que, M. Darmanin, vous allez, au bout du compte, à la fin de ce processus, vous basez justement sur ce travail pour ventiler les 120 000 suppressions de postes prévues d'ici à 2022? Merci. D'abord, je voudrais vous dire que ce que je comprends évidemment du président de la République et de M. le Premier ministre, c'est que le comité va réfléchir, va travailler, va être disruptif, va partir d'une carte blanche, et puis viendra le moment où le gouvernement, le Parlement, les syndicats, le dialogue social aura à choisir, à sélectionner, à améliorer, à prendre en compte un certain nombre de propositions. Mais si dès le début on part avec ceux qui vont décider ou ceux qui vont concerter, évidemment, on sera sans doute avec une carte blanche qui sera déjà un peu égornée par les contraintes. Deuxièmement, le président de la République a fait une promesse électorale d'équilibre budgétaire, qui est une suppression de postes, de non-reconduite de postes.
Je rappelle que c'est 70 000 dans la fonction publique territoriale et 50 000 dans l'État, et on a fait un choix, qui est un choix assumé dans le budget 2018, qui est de ne pas préempter le débat sur les missions. Nous avons proposé la suppression de 1600 postes. Alors, certains côtés d'hémicycle reprochent de ne pas faire 120 000 divisé par 5, c'est justement parce que nous n'avons pas une approche comptable des choses. Et nous avons souhaité d'abord définir une mission et ensuite voir comment ces non-départ, non-remplacement de départ à la retraite seront faits et dans quelles conditions. Je dois d'ailleurs vous dire que parmi les 1600, il y en a 1400 dans ma propre administration, particulièrement d'ailleurs dans la DGFiP, parce qu'il a su, cette DGFiP, faire la modernisation, la numérisation, et que c'est la conséquence aussi des choix qu'ont fait d'autres gouvernements avant nous, de modernisation, dans un cadre qui, je crois, permet de rendre un meilleur service public encore qu'il ne l'était avant, et c'est avant tout grâce aux agents qu'on a pu réussir cela. J'ai aucun doute sur le fait qu'à un moment, le gouvernement devra prendre en compte les contraintes de la réalité, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Les contraintes budgétaires, les contraintes juridiques, les contraintes syndicales, les contraintes politiques. Les contraintes, voilà, qui sont autant de chances, qui sont autant de données. Mais si on pouvait demander à ceux qui vont réfléchir et qui vont nous offrir un petit peu de leur temps et de leur talent, eux, de s'affranchir de ces contraintes pour faire preuve d'imagination, je pense que ce sera plus utile. Donc, mesdames et messieurs du comité, vous n'avez pas de contraintes, vous pouvez tout penser. Et puis ensuite, on essaiera de faire en sorte de s'inspirer de ces idées pour les mettre en œuvre et pour permettre la transformation durable et efficace de l'action publique. Dernière question. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Yoann Usaïd pour CNews. Monsieur Darmanin, vous venez de dire que vous n'aviez pas de vision comptable. Or, l'un des objectifs quand même est d'économiser 3 points de PIB. Est-ce que cet objectif-là est ferme et définitif? Non, mais la trajectoire est sous l'autorité de celui qui me dirige. La trajectoire est connue et elle a même été présentée par le président de la République dans la campagne présidentielle. Je sais que ce n'est pas toujours ce qu'on retient le plus des promesses présidentielles, qui est le rétablissement des comptes publics, la baisse de l'endettement, la baisse de la dépense publique. Ce n'est pas ce qui a fait l'objet peut-être le plus de débats, et pourtant le président de la République s'est engagé très fermement sur cette position parce que c'est une question de souveraineté et c'est aussi une question de garantie du service public. J'entends le débat sur les efforts qu'il faut faire et que certains peut-être sentent avoir fait depuis un certain temps. Mais c'est l'honneur de la France d'avoir des finances publiques, je l'espère, rétablies pour éviter de connaître non seulement l'humiliation d'être le dernier pays en procédure de déficit excessif, mais aussi prendre demain des mesures de rigueur et d'austérité qui nous seraient imposées de l'extérieur. Je rappelle que 2 tiers de notre dette ne nous appartient pas, appartient à des étrangers. Enfin, je voudrais simplement vous dire qu'on ne le fait pas pour faire plaisir à chacune et à chacun. On le fait parce que nous sommes arrivés à un moment où on va être quasiment à 100% d'endettement. Et j'entends beaucoup de la part de ceux qui critiquent aujourd'hui le travail du gouvernement que nous faisons des choses qui peut-être demandent un peu d'énergie. Je constate que quand j'étais jeune militant, jeune élu, on disait toujours c'est la génération prochaine qui va devoir réparer, sauf que c'est plutôt nous, la génération prochaine, qui réparons l'erreur de nos anciens. Et surtout, ne soyez pas uniquement bloqués là-dessus. Encore une fois, je n'ai jamais rencontré personne en France qui pense qu'il ne faut pas changer ou améliorer l'ensemble des services. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Et nous le savons tous. J'en ai donné quelques exemples. Nous les rencontrons dans notre vie quotidienne. Et c'est pas grave. Dire qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, c'est pas mettre en cause les agents qui les exercent et qui les font de la façon dont ils les font. C'est pas remettre en cause les gens qui ont fait ces choix. C'est juste constater que la technologie évolue, les besoins évoluent, le monde évolue, et qu'il serait curieux que la façon dont on exerce l'action publique n'évolue pas. Voilà. Essayons de prendre en compte ces évolutions du monde, ces évolutions technologiques, pour transformer l'action publique. Je voudrais simplement dire aussi que l'action publique, elle n'a pas attendu 2017 pour se transformer. Il y a beaucoup de transformations dans le monde public, dans les établissements publics, dans les collectivités territoriales, dans l'État, à tous les niveaux. On a, et c'est aussi le sens de la présence de M. Majoubi à cette tribune, il se trouve que nous avons, avec la révolution numérique, la révolution digitale, appelez-la comme vous voulez, la possibilité d'avoir un vecteur de transformation encore plus puissant, encore plus rapide au service de nos concitoyens. Parce qu'on est obligé de repenser les process. Et tous ceux qui ont travaillé dans des organisations savent que quand
vous avez l'opportunité de repenser les process, vous pouvez vous poser la question de savoir comment est-ce que vous faites ce pourquoi vous êtes là. C'est une opportunité extraordinaire d'améliorer notre qualité de service. Peut-être de réduire nos coûts, probablement de réduire nos coûts, mais d'augmenter la qualité du service produit à l'usager. On serait fou de ne pas saisir cette opportunité. Ce serait presque criminel pour nos enfants, pour nous-mêmes, de ne pas saisir cette opportunité. Et donc l'ambition que nous nous fixons sur le quinquennat, c'est penser nos missions en fonction des évolutions technologiques, en fonction des objectifs à la fois budgétaires et techniques que nous nous sommes fixés, pour faire en sorte qu'à la fin, la qualité de service soit meilleure et l'utilisation de l'argent public, c'est-à-dire de votre argent, soit plus intelligente. C'est l'intérêt général. Je vous remercie.